Cornelius Nepos, vie de Conon. Conon d'Athènes. C'est au temps de la guerre du Péloponnèse que commença son rôle dans les affaires publiques. Et dans cette guerre, ses services furent beaucoup appréciés. En effet, étant général, il commanda les armées de terre et, préposé à la flotte, il fit sur mer d'importantes actions. Pour ces deux raisons, une exceptionnelle marque d'honneur lui fut accordée. Toutes les îles furent soumises à son commandement. Il était investi de cette charge quand il prit Phère, colonie lacédémonienne. Il avait encore, tout à la fin de la guerre du Péloponnèse, le commandement en chef, lorsque, sur les bords de la rivière d'Aigos, les troupes athéniennes furent définitivement battues par Lysandre. Mais lors de l'action, il n'était pas là, et son absence explique les fautes commises dans cette affaire, car il était habile dans les choses militaires et ne laissait rien au hasard au cours de ses commandements. Aussi, pour personne à son époque n'était-il douteux que sa présence eût épargné aux Athéniens ce lamentable désastre. Le malheur une fois arrivé, ayant appris que son pays avait l'ennemi sur ses frontières, il cherchait un endroit, non pas où lui pourrait vivre à l'abri des dangers, mais d'où il aurait les moyens de défendre ses concitoyens. Ce calcul le conduisit chez Pharnabase, satrape d'Ionie et de Lydie, qui était en même temps gendre du grand roi et son parent, et dont il s'attira la faveur complète par la complète acceptation de beaucoup de peines et de dangers. Les Lacédémoniens, les Athéniens une fois hors de combat, violèrent l'alliance conclue avec Artaxerxès et envoyèrent Agésilas faire la guerre en Asie, obéissant en cela surtout aux excitations de Tissaphernes, un des familiers du grand roi qui avait trahi son amitié et conclu une entente avec Lacédémone. Dans la guerre qu'on lui fit, Pharnabase eut le titre de commandant en chef, mais la réalité du pouvoir sur l'armée appartint à Conon, et c'est par ses conseils que tout fut conduit. C'est lui que sans cesse le chef suprême Agésilas trouva au travers de sa route, et dont souvent l'habileté lui barra le chemin. Et en vérité, il est impossible de douter que sans un tel adversaire, Agésilas aurait arraché l'Asie jusqu'au Taurus au grand roi. Quand le Lacédémonien fut retourné dans sa patrie, où ses concitoyens l'avaient rappelé, parce que Béotiens et Athéniens avaient déclaré la guerre à Lacédémone, Conon n'en conserva pas moins ses relations avec les gouverneurs du grand roi, et à tous fut fort utile. C'était déjà chose accomplie que la trahison de Tissaphernes et Artaxerxès était le dernier à en douter encore. Car des services nombreux et importants rendus au souverain, même après qu'il eût cessé de lui être fidèle, assuraient son crédit. Et on aurait eu tort de s'étonner qu'Artaxerxès hésitât à le soupçonner, car il ne pouvait oublier que grâce à lui Cyrus, son frère, avait été défait. Porteur d'une accusation contre ce satrape, Conon fut envoyé par Pharnabase auprès du grand roi. Et une fois arrivé, se rendit d'abord, suivant l'usage des Perses, auprès du chef d'Émile, qui occupait la première place après le souverain, Titrostès. Il lui exposa son désir d'entretenir le grand roi. Personne, en effet, ne peut sans cette formalité être introduit. Le ministre lui répondit « Rien ne s'oppose à ta demande. Mais de ton côté, examine si tu veux avoir un entretien direct, plutôt que de traiter par écrit ce que tu as en vue. Car tu ne peux te dispenser, une fois admis devant le trône, de rendre au roi l'hommage d'adoration. Si cette cérémonie te déplaît, tu pourras, par mon moyen, et tout aussi facilement, grâce aux instructions que tu me donneras, mener à bien ce que tu te proposes. » Alors Conon répondit « Personnellement, il ne me déplaît pas de rendre quelque honneur que ce soit au grand roi. Mais peut-être mon pays serait-il avili si, venu d'un État habitué à commander au reste des nations, je préfère les usages des barbares à ceux de cet État. » En conséquence, ce fut au ministre qu'il remit par écrit tout ce qu'il jugea opportun. Ayant pris connaissance de ces communications, le roi atteint un si grand compte de son témoignage qu'il mit Tissaphernes au rang de ses ennemis, et de plus chargea Conon de le venger des Lacédémoniens par les armes, et l'autorisa à élire qui lui semblerait bon pour administrer le trésor de l'armée. Ce choix, Conon dit que lui n'était pas en mesure de le faire, et qu'il revenait au roi, qui devait mieux que tout autre connaître ses serviteurs. Lui ne pouvait que proposer Pharnabase pour cette mission. Ensuite il reçut beaucoup de présents, et fut envoyé près de la mer, pour exiger des Chypriens et des Phéniciens, et aussi des autres États de la côte, des bateaux longs, et pour armer une flotte qui devrait, l'été suivant, assurer la liberté de la mer. On lui donna pour l'aider dans cette affaire Pharnabase, comme il l'avait lui-même demandé. Quand les Lacédémoniens connurent ces dispositions, ils mirent beaucoup d'applications à préparer la résistance, persuadés que plus importante était la guerre qui les menaçait que s'il se fût agi seulement d'une lutte contre le roi barbare. Qu'un chef brave allait habilement mettre en jeu les ressources du grand roi,
et qu'ils auraient affaire à un adversaire qui, en habileté et en force militaire, les vaudrait. Ces réflexions les amènent à former une flotte importante. Ils entrent en campagne sous le commandement de Pisandre. Mais leurs troupes sont attaquées par Conon non loin de Cnide et, dans une grande bataille, mises en fuite. Beaucoup de leurs bateaux sont pris, un certain nombre coulés. Cette victoire fut pour Athènes, et en même temps pour tous les États grecs que les Lacédémoniens tenaient sous leur domination, le signal de la délivrance. Conon, emmenant une partie des bateaux, rentre à Athènes. Y trouvant les murs détruits, il l'avait été par Lysandre, à la fois autour du Pérée et autour d'Athènes, il prend l'initiative de les faire relever, et une somme de 50 talents lui ayant été donnée par Pharnabase, il l'offre à ses concitoyens. Cependant, notre général n'évita pas le sort réservé au reste des mortels. Il montra moins de sagesse dans l'heureuse fortune que dans la mauvaise. En effet, une fois la flotte du Péloponnèse mise hors de combat, estimant venger les injustices subies par sa patrie, il eut des visées dépassant ses forces. Ce n'est pas à dire pourtant qu'elles ne fussent pleines de piété et dignes d'approbation, puisqu'elles tendaient à assurer à sa patrie une augmentation de ses forces aux dépens du grand roi. Comme il s'était acquis une grande influence par sa belle victoire navale de Cnide, et cela non seulement chez les barbares, mais encore dans les États grecs, il commença à travailler secrètement en vue de rendre Lyonie et l'Éolie à Athènes. Ses projets n'ayant pas été tenus suffisamment cachés, Tiribas, gouverneur de Sardes, manda Conon, sous prétexte de l'envoyer auprès du grand roi pour une mission importante. Cet ordre trouva l'Athénien obéissant. Mais à son arrivée, il fut jeté en prison, et y resta quelque temps. Ensuite, suivant les uns, on l'emmena au grand roi, et c'est une fois arrivé qu'il mourut. Ainsi parle certains écrivains. Tout au contraire, Dinon, l'historien qui pour nous est le mieux renseigné sur les événements de Perse, dit qu'il put s'échapper. Mais sur un autre point, son opinion hésite. Tiribase fut-il le complice de l'évasion, ou l'ignora-t-il ?